promis de ne pas parler de Covid-19 dans ce podcast. On en parle suffisamment un peu partout déjà. Mais alors, durant une conversation avec une amie médecin en charge de la vaccination dans un pays africain, elle a dit ceci, je cite, « Si j'étais ministre, moi, je prendrais bien le vaccin russe, là, le Sputnik et basta. » Et de poursuivre, eux au moins ne nous ont jamais colonisés. Eux, entendez les Russes, n'ont jamais eu de colonie africaine. J'ai répondu qu'elle n'avait ni tort ni raison, puisque la Russie autrefois avait une colonie, ou tout au moins un embryon de colonie en Afrique. Et le plus drôle, c'est que ce projet, appelé le Nouveau Moscou, fut initialement financé par un autre pays colonialiste de l'époque. Mais alors qui étaient ces dindons de la farce? Bonjour les amis et bienvenue dans un vol qui risque de secouer un tout petit peu, alors accrochez-vous, c'est parti. Éphéméride africaine, pas mon papa. Tout commence avec un groupe d'ecclésiastiques russes qui avait envisagé vers 1830 de s'installer en Afrique pour bien sûr civiliser les autochtones gentiment, faire un peu d'argent certainement et bien entendu ne pas se priver des moyens les plus dissuasifs possibles si jamais les oiseaux locaux ne veulent pas coopérer, évidemment. Ce qui me fascinera toujours, c'est la facilité avec laquelle les pseudo-civilisateurs d'antan passaient de la Bible au braquage armé en toute légitimité. Sur ce coup-là, la roulette russe n'a pas tellement roulé, mais ce n'est que partie remise. Seconde tentative, place aux professionnels du game. Comme Nikolai Achinov, lui, les expéditions, il connaît. Les échecs aussi, apparemment, puisque c'était lui le chef des Cosaques libres qui avait mené une expédition qui a échoué à coloniser la côte de la mer Noire entre Novorossiysk et Batoum. Échec certes, mais pas mat encore. Ayant échoué sur la mer Noire, Achinov fuit vers Constantinople avec des partisans. Et là, il se remet vite dans les affaires. Il obtient des infos fort intéressantes chez les agents britanniques au sujet de l'Égypte et ensuite entend parler des merveilles historiques de Lalibela et de Gondar en Abyssinie, actuelle Éthiopie. Les Britanniques, désireux d'utiliser la tendance anti-gouvernementale d'Achinov, l'embauchent pour faire passer des armes en Afghanistan. Mais Achinov, c'est Hitchcock avant Alfred. Un pur sang que le KGB lui-même n'aurait pas renié. En 1885, il touche le cache des Britanniques. Ensuite, il balance le tuyau aux Russes. Puis ensuite, file au Caire pour jouer les espions. Avant d'aller au soleil, embrasser Asmara la Belle, alors en Éthiopie, actuelle capitale de l'Érythrée. Le voilà épris, ensorcelé par Asmara et donc bien décidé à revenir, cette fois sur du long terme. Ah oui, c'est du sérieux avec la belle Abyssinie. Mais voilà, démarrer une colonie africaine prospère, c'est comme payer une dot au Zimbabwe, ok? Il faut des business angels. Il en trouve des pas très fut-fut. Il leur parle des dons de terre de son pote, un sultan d'Afrique du Nord et son projet d'empire, etc., etc. En tout cas, il obtient le soutien du patronat local russe, notamment du plus riche d'entre eux, qui lui remet des présents pour ses futurs hôtes. Achinov, bien entendu le filou, revend illico presto. Mais il n'en a pas fini. Afin d'obtenir le soutien du gouvernement russe, il propose à l'empereur éthiopien Johannes d'envoyer des émissaires pour une fête religieuse en Russie. La religion pour attendrir, évidemment, classique, intemporelle. Johannes accepte. Il envoie ses pauvres émissaires qui vont partir en Russie, se les geler grave pendant des mois et des mois et des mois, en raison des pressions des puissances européennes qui ne veulent pas de nouveaux joueurs dans cette partie d'échecs géante sur la terre africaine. Mais le tsar Alexandre veut sa part du gâteau africain. Et pour ça, le chevalier Achinov est parfait. Si Achinov réussit, c'est jackpot. S'il échoue, personne ne l'a envoyé là-bas. C'est ainsi que le jour J, Achinov part, et avec lui, des hommes, des enfants et des femmes qu'on imagine bien fertiles, prêtes à peupler la terre promise. Les voilà qui arrivent après un long et éreintant voyage dans le golfe de Tadjoura, le 6 janvier 1889, dans un territoire appelé à l'époque Somalie française et plus tard, territoire français des Afars et des Issas, et encore plus tard, Djibouti. Mais alors que leurs femmes devaient être en train de déballer les valises, quelques hommes d'Achinov ont l'idée géniale, sûrement l'instinct de survie, pour nourrir la troupe, de se servir dans un troupeau local sur le Danakil,
juste une vache et un mouton. Rien de bien méchant, devait-il penser, loin de s'imaginer qu'un événement a priori si anodin va tout faire basculer. Ben oui, qui aurait pu imaginer que la France, alors elle-même occupante illégale, et surtout l'Italie, qui vient pourtant d'envahir la Somalie voisine, et qui craint de se faire doubler par la droite, par la Russie en Éthiopie, vont faire un scandale international en accusant les Russes de vol de bétail. Alors, aussi simple que ça. Non, mais le comble dit qu'il y avait des règles de propriété privée sur ce continent à cette époque-là, et nous, on n'en savait rien. Mince, mince, parce qu'elles devaient être bien cacher ces règles, comme encore de nos jours d'ailleurs. Voilà, pour vol de bétail, la Russie est sommée de dénoncer publiquement cette tentative de colonisation. Peu importe, vol de bétail ou pas, les colons russes professionnels jusqu'au bout s'installent dans un fort abandonné dans le village de Sangalo qu'ils rebaptisent le Nouveau Moscou. Normal. Comme les Français, comme les Italiens, on arrive, on prend sa part. Plus patriote qu'un Russe, tu meurs, c'est clair. Peut-être le temps de déballer enfin les valises. Même pas, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Le 5 février, soit un mois, tout pile, après leur arrivée, le Nouveau Moscou, joli nom par ailleurs, est bombardé par un croiseur et 3 canonnières. Échec d'Achinov encore et cette fois bien mat. Le tsar Alexandre désavoue ces vulgaires voleurs de bétail qui finissent par se rendre. Bilan des courses : 6 morts, 2 enfants et 3 femmes, dont une enceinte, 22 blessés. Enfin, un mouton et une vache volée. Quasiment 7 ans après, jour pour jour, le 1er mars 1896, les Italiens envahissent cette même Abyssinie pour tenter de la coloniser, mais se font manger, comme on sait, à Adoua par les troupes de Ménélik et de sa femme, la grande reine Taïtou Betoul, la fondatrice de l'actuelle capitale, Addis Abeba. C'est formidable! Mon cliché africain du jour, c'est celui de certains amis éthiopiens qui n'hésitent pas à se vanter vis-à-vis des autres Africains de n'avoir jamais été colonisés. Ouais, c'est ça! Ce qui évidemment est faux, puisque l'Italie de Mussolini s'y est bien installée de 1936 à 1941, vengeant au passage l'humiliante défaite de 1896. Colonisation bien courte évidemment comparée aux autres pays africains, mais je me dis que ces Éthiopiens-là feraient moins les fiers s'ils savaient que cette fierté dont ils se vantent si tant, ils la doivent À un mouton et une vache. Ces bienheureux animaux sans qui la langue officielle en Éthiopie serait aujourd'hui le russe, peut-être. До свидания. Say it with me. До свидания. До свидания. Les plats nationaux servis dans les vols Ethiopian Airlines, peut-être la grechka C'est formidable! ou les pirochki, la soupe bortsch et bien sûr les pelmeni, ces succulents raviolis russes à la viande. La viande de dindon britannique. Ah ben ça, l'histoire ne nous dit pas. Je vous dis, До свидания. That means goodbye. surtout à toi, Galia M. Salem, en France, merci pour ton message si beau, si bouleversant, si puissant, si... Formidable! Merci encore, à bientôt.